Roswell, c'est une petite ville perdue au Nouveau-Mexique, et pourtant, vous en avez certainement entendu parler. En 1947, on a recensé plus de 300 témoignages d'ovnis divers, et pourtant, un seul nous hante toujours. Le saint graal de tout ufologue est tombé du ciel dans un ranch au nord-ouest de Roswell. Le 4 juillet 1947, le rancher Mag Brazel découvre des restes d'un site de crash non loin de son ranch. Sur le coup, il ne pense rien des débris trouvés à terre, mais après en avoir parlé à son oncle qui a proposé l'idée que c'était un ovni, il a décidé quelques jours plus tard, le 7 juillet, d'apporter des débris à son shérif local George Wilcox, qui à son tour fait monter l'information au colonel Butch Blanchard des forces aériennes des États-Unis. Blanchard travaillait à une base militaire située sur Roswell, le Roswell Army Airfield, comportant la seule unité à l'époque capable de déployer des armes nucléaires, le 509e groupe de bombes de la 8e armée de l'air. Blanchard contacte ensuite le major Jesse Marcel du service d'intelligence pour enquêter sur le site et récupérer les matériaux trouvés. Suivant les ordres de Blanchard, Walter O., officier chargé d'informations publiques, émet un communiqué de presse en affirmant que les forces armées ont récupéré un disque volant. Le Roswell Daily Records a publié le gros titre « La RAAF, Roswell Army Airfield, ont capturé une soucoupe volante sur un ranch dans la région de Roswell. » Il est important de préciser qu'en 1947, les Américains attribuaient le terme soucoupe volant aux aéronefs inconnus d'origine militaire. Ce n'est que des années plus tard que le terme fut vraiment associé avec les aliens. Pour retourner à notre histoire, le général Roger W. Ramey donne l'ordre de transporter tout débris de l'accident à Fort Worth, une base aérienne située non loin au Texas. À cette base, les débris furent réidentifiés le jour même comme débris de ballons de météo. Et là, ils changèrent l'histoire donnée au public pour refléter ce nouveau développement, accompagné d'une photo avec Marcel examinant les supposés débris dans le bureau de Ramey. Le 9 juillet, soit le jour suivant, l'RDR écrit un nouvel article intitulé « Rancher harcelé qui a trouvé la soucoupe et désolé d'en avoir parlé », où il dit qu'il n'a trouvé sur le site de crash que des lamelles de caoutchouc, de l'aluminium, du papier assez dur et des bâtons de bois, loin des matériaux qu'on imagine constituer des vaisseaux spéciaux. Mais ce qui est très intéressant avec ce témoignage, c'est qu'il révèle également avoir déjà trouvé 2 ballons de météo dans son ranch, et que l'objet n'y ressemblait pas du tout. Je suis sûr que ce que j'ai trouvé n'était pas un ballon de météo. Mais si je trouve quoi que ce soit d'autre qu'une bombe, ils vont galérer à m'en faire parler. Il était clairement gavé de toute l'attention militaire qu'il recevait à cause de ça. Après ces témoignages sur les matériaux trouvés et le corps de toutes parties impliquées sur l'origine de l'aéronef, l'engouement pour l'affaire disparut pendant des années. Jusqu'à 31 ans plus tard, Stanton Friedman, physiciste nucléaire et ufologue, a conduit un entretien avec Marcel, où ce dernier réallume la curiosité du public, affirmant qu'il n'a jamais cru que c'était un ballon de météo. J'avais l'impression de ne rien tenir dans mes mains. C'était la même épaisseur que le papier d'aluminium dans les packs de cigarettes. Le truc qui m'a le plus choqué était que tu ne pouvais pas du tout le plier, le bosser. Même une masse aurait ricoché dessus. J'étais sûr de n'avoir jamais rien vu de tel. Il n'y a rien de tel sur Terre, et ça, j'en suis certain. Étant membre du service d'intelligence, je connais très bien les matériaux utilisés dans les aéronefs, et ça n'avait rien à voir. Cette substance fut appelée le memory metal, ou le métal de mémoire de forme en français. Et selon le sergent Earl Fulford, je l'ai ramassé, mais une fois dans la paume de ta main, tu pouvais l'enrouler en petites boules, et une fois que tu relâches la pression, il retourne immédiatement à sa forme originale en 1 ou 2 secondes. S'ils ont vraiment mis un coup de masse à un métal inconnu, c'est des dingos par contre. Ouais, grave, c'est fou à faire ça. J'aurais pas. J'aurais vraiment pas envie d'être le mec. Tu penses qu'ils ont fait à la courte paille? Non, j'imagine. Il n'y a pas d'autre solution. Friedman a aussi interviewé d'autres militaires de l'époque. Certains ont même commencé à parler de petits hommes gris trouvés sur le site du crash. Mais une chose est sûre, ovni ou pas, le gouvernement a étouffé quelque chose. Passons maintenant aux 2 théories principales. En 1994, le gouvernement américain admet enfin qu'ils ont bel et bien couvert quelque chose.
Pas des petits hommes verts, mais plutôt une autre sorte de ballon de météo, qui faisait partie du projet Mogul, top secret. Le projet était basé sur l'idée que l'on pourrait utiliser des sonars dans le ciel attachés à des ballons de météo pour détecter des ondes de son produites par les tests nucléaires chez les soviets. Ces ballons ont été testés à travers tous les États-Unis, y compris le Nouveau-Mexique, en été 1947. Ces ballons étaient énormes, mesurant à peu près 200 mètres, équipés de toutes sortes d'équipements de détection. Le genre de truc qui est pas du tout fait avec des bouts de bois, lamelles de caoutchouc et du papier alu. Certes, mais les débris ont été décrits comme parsemés sur plusieurs acres de terre. Il est possible que le rancher n'ait trouvé que ces matériaux rudimentaires et que dans un second temps, les militaires ont récupéré en douce les vrais matos. En plus, la fille de Brazel a décrit son expérience en ramassant les débris avec son père. Il y avait du papier de cire, du papier d'aluminium, certains morceaux de métal avaient du scotch collé dessus. Quand on les mettait contre la lumière, on pouvait observer ce qui ressemblait à des fleurs pastel. Une description qui correspond parfaitement avec les matériaux utilisés dans le projet Mogul. En 1994, le général du Bureau de compatibilité des États-Unis a collecté toute archive liée à l'incident Roswell pour déterminer si elles ont été traitées correctement. En 1995, le rapport Roswell Report Fact vs. Fiction in the New Mexico Desert fut publié. Cet audit soutient la théorie que les débris étaient un produit du projet Mogul et n'ont trouvé aucune preuve. Ouais, je vois pas trop pourquoi je ferais plus confiance à lui qu'aux autres mecs en charge d'enterrer cette histoire. C'était peut-être juste un coup de com' pour combattre la ressurgence de l'intérêt sur ce cas. S'il voulait vraiment cacher la vérité sur Roswell, pourquoi attendre 20 ans pour faire un rapport? Je sais pas, la flemme. En 1997, la force aérienne a publié un autre rapport intitulé le Roswell Report Case Closed, dans lequel ils ont offert des explications possibles aux revendications que des corps extraterrestres auraient été retrouvés sur le site du crash. Pendant les années 1950, les militaires voulaient tester des effets du parachute sur le corps humain et du coup ils ont fait tomber des mannequins du ciel au Nouveau-Mexique. Les années 1950 sont arrivés après 47, la dernière fois que j'ai vérifié. Quand est-ce que ça peut bien expliquer les soi-disant petits hommes gris trouvés sur le site? Selon le colonel John Haynes, quand on repense à des événements des décennies plus tard, la chronologie exacte peut être assez floue. 4 à 5 ans de différence n'est pas une énorme écart dans ce genre de cas. Les témoins de ces mannequins les ont sûrement vus dans les années 50 et les souvenirs se sont conglomérés en un seul incident. Beaucoup de témoins ont dit avoir vu des corps de 1 mètre à 1 mètre 20, alors que les mannequins mesuraient 1 mètre 80. C'est une assez grande disparité pour qu'ils fassent tous la même erreur. Comment expliquer cette différence? C'est vrai, je t'accorde ça, mais j'ai une autre explication que je trouve beaucoup plus plausible. En 1948, soit très proche de la date de l'incident, il y a eu un canular à Aztec, Nouveau-Mexique, qui a introduit des histoires de corps d'aliens récupérés d'un nouveau site. Ils ont payé un journaliste de Variety, ironiquement nommé Frank Scully, pour parler de leur faux crash. Ce faux reportage a inclus une histoire de petits corps gris et de métal plus fort que tout trouvé sur Terre. Est-ce que ça te rappelle quelque chose? C'est tout à fait possible que les détails de ces deux crashs, qui sont arrivés quasiment en même temps et très proches l'un de l'autre, se sont mélangés dans la mémoire publique. Ou alors, il y a eu 2 crashs, et le gouvernement a très bien nettoyé le deuxième site. Ouais. Mais plus sérieusement, il y a eu une requête pour récupérer tous les dossiers de la base Roswell pendant l'audit. Mais tous les dossiers de janvier à octobre 47 ont été détruits. On ne sait pas par qui, mais on peut au moins se demander pourquoi. Passons à quelque chose de plus réaliste et logique. Le gouvernement vous ment et a 100% caché l'existence de petits visiteurs d'ailleurs. Depuis 1978, on a eu presque 600 témoins allant de civils aux militaires haut gradés. La plupart furent interviewés par Thomas J. Carey et Donald R. Schmidt, qui devinrent les auteurs de Witness to Roswell Unmasking, The 60-Year Cover-Up. 600 témoins, c'est beaucoup, mais c'est aussi des gens qui ont témoigné que 30 ans après l'incident. Et ils se sont tous contentés de répéter ce qui était déjà public. Et surtout, 600, ça fait quand même beaucoup de gens impliqués dans cette histoire top secret.
Ou alors ce sont juste des gens qui avaient trop peur de parler à l'époque, mais qui ont tous effectivement vu la même chose. La mémoire humaine est très flexible. Dans un tribunal, le témoin est la preuve la moins forte, parce que l'on peut changer les mémoires des gens avec des simples questions biaisées. Donc, après 30 ans et de nombreux canulars qui répètent sans cesse la même histoire, on peut supposer que ces témoins sont loin d'être fiables. Il y a des différences entre les archives officielles et ce que les témoins ont raconté. Quand Mac Brazel, le rancher, a apporté les débris au shérif, de nombreux témoins affirment que le matériel ne venait pas de la Terre. Mac Brazel a lui-même plus tard avoué à Frank Joyce, un animateur radio, que le site du crash était très probablement un ovni et qu'il avait même vu des corps d'aliens. Il a fait ça pour la pub. S'il avait vraiment vu des aliens, il n'aurait pas eu besoin de son oncle pour le convaincre. Il n'aurait pas attendu 3 jours pour aller voir le shérif. Il a fallu longtemps avant que cette confession ne passe à l'antenne parce que la station radio a reçu des appels de la FCC, la Commission de communication fédérale, et du sénateur du Nouveau-Mexique à l'époque, Denis Chavez. Brazel a ensuite retiré toute revendication qu'il a pu faire sur les aliens. Suivant ça, il a pu être observé dans un pick-up flambant neuf. Il a quitté le ranch pour aller fonder sa propre boîte à Almagardo, au Nouveau-Mexique. Ça sent le vendu. Moi, je pense qu'il a trop fait chier le gouvernement et qu'il voulait juste qu'il arrête de parler de ça. La guerre froide venait de commencer et le gouvernement avait besoin de la confiance de ses citoyens. Ce n'était pas le moment pour le peuple de soupçonner les bases militaires de cacher des secrets. La famille de Brazel affirme qu'il a été détenu par les militaires autour de cette époque et que les militaires ont supposément menacé les locaux pour les faire taire. Ils auraient aussi fouillé les maisons aux alentours de Fantoncomble pour trouver des morceaux de l'aéronef. Il aurait fait pareil pour le projet Mogul. Et en plus, pendant la période où la famille affirme l'emprisonnement de Brazel, il a été vu en ville à Roswell par plusieurs témoins. L'agent Blanchard est parti en vacances peu après avoir forcé Marcel à annoncer la découverte du disque volant. Un contact militaire affirme que ces vacances étaient juste un prétexte pour son absence pendant qu'il nettoyait le site du crash. Sûrement une punition pour avoir laissé glisser que c'était des visiteurs d'ailleurs. Le lieutenant Walter O a enfermé dans une enveloppe scellée à ouvrir après sa mort la confession que la photo prise dans le bureau de Raimi avec Marcel et les débris était truquée, et qu'ils ont apporté des morceaux de ballons de météo pour remplacer les vrais restants de Roswell. Le major général Lawrence C. Craigie est venu pour examiner le site du crash et peu après, il s'est envolé directement vers Washington DC pour parler au président Truman, d'après son pilote personnel. Plus tard, il fut promu en directeur des forces aériennes en recherche et développement, où il a fondé la première investigation officielle dans les ovnis. Une coïncidence pour le moins étrange. Le sergent William C. Ennis, ingénieur en aéronautique qui était stationné au hangar qui a reçu les débris, a affirmé jusqu'en 2008 qu'il s'agissait juste d'un ballon de météo, avant de enfin avouer que c'était un vaisseau spatial. Après toutes ces années, je ne sais toujours pas comment ce vaisseau volait. Il n'y avait pas de moteur. J'aimerais comprendre avant de partir. On a également un témoignage assez corroboré de haut qui décrit le vaisseau entre 3,6 mètres et 4,5 mètres et ne comportant aucune fenêtre. On est là bien loin de l'image d'un ballon de météo. Marcel, un des premiers militaires sur la scène, affirme désormais « Tout ce que je pouvais faire, c'était fermer ma gueule. Le général Raimi était celui qui parlait à la presse et je devais oublier toute cette histoire. Ce n'était rien de plus qu'un ballon de météo. Évidemment, nous savions que ce n'était pas le cas. » Il faut se souvenir qu'on n'a jamais découvert de preuves concrètes en soutien de ces témoins. Et jusqu'à ce que l'on trouve quelque chose, on ne peut que spéculer. Spéculos. Comme le biscuit. Pourquoi est-ce que tous ces événements sont remontés à la surface après 30 ans? La réponse est peut-être plus simple qu'il ne paraît. 1978 était une période de paranoïa pour le peuple américain. L'assassination de JFK était fraîche dans les mémoires avec toutes ces théories de complot de la CIA qui l'entouraient. Et bien plus récemment,
Il y a eu le scandale de Watergate impliquant le président Nixon dans ses crimes d'espionnage politique très graves. Cet incident l'a força à démissionner de son poste après un retrait très hâtif de la guerre du Vietnam. Une guerre qui a causé beaucoup de mécontentement contre le gouvernement. La confiance du peuple pour le gouvernement était au plus bas. Ça peut au moins en partie expliquer pourquoi ces théories de complot sont réapparues dans l'esprit public. Brazel est mort en 1963 et il n'aura jamais vu la deuxième vague d'engouement pour ces petits hommes gris ou même le phénomène culturel que Roswell a engendré. Qu'aurait-il pensé de tout ça? Je vous laisse démêler le vrai du faux, mais n'oubliez pas que peut-être la vérité est juste là. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous ne voulez pas rater la prochaine investigation OVNI, abonnez-vous.